On se demande souvent comment l'argent circule dans le monde, comment il passe d'un pays à l'autre. Eh bien, derrière cette question, il y a une histoire. Mais alors, une histoire incroyable. C'est un récit fait de stabilité, de chaos et d'une quête sans fin pour trouver le système parfait. Allez, on plonge dans cette aventure. Oui, cette question, elle est absolument centrale. C'est même le cœur du réacteur de toute la finance internationale. Pour que les pays puissent commercer, investir les uns chez les autres, il faut bien qu'ils trouvent une réponse. Et comme on va le voir, les solutions qui ont été essayées au fil du temps, elles sont radicalement différentes. Chacune avec ses forces, bien sûr, mais aussi avec des failles, parfois spectaculaires. Voilà, on y est. C'est ça le cœur du problème. Chaque système monétaire mondial, absolument chaque tentative, a essayé de trouver ce point d'équilibre parfait entre deux extrêmes. D'un côté, une prévisibilité, une rigidité qui rassure et qui aide le commerce, et de l'autre, la souplesse, la flexibilité qui permet à chaque pays de gérer sa propre économie comme il l'entend. C'est cette tension, ce tiraillement permanent qui va définir toute notre histoire. Alors, allons-y, entrons dans le vif du sujet. Le problème, en apparence, il a l'air simple. Pour que des pays puissent faire du business ensemble, ils ont besoin d'un moyen fiable d'échanger leurs différentes monnaies. Logique. Mais la vraie question, c'est comment on crée un système auquel tout le monde, absolument tout le monde, fait confiance. Bon, la toute première grande tentative, c'était le bimétallisme. L'idée, on base tout sur deux métaux, l'or et l'argent. Simplement, eh bien, pas tant que ça. Ça a créé un problème bien connu, résumé par la loi de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est simple, les gens sont malins. Ils dépensaient le métal le moins précieux, l'argent, qui était plus abondant, et ils gardaient précieusement l'or, le métal le plus rare, bien au chaud chez eux. Résultat, le système était bancal, fondamentalement instable. Face à cette instabilité du bimétallisme, le monde s'est mis à chercher une encre. Oui, une encre, comme pour un bateau. Une encre monétaire. C'est quelque chose de tangible, de solide, de stable, auquel on peut arrimer la valeur d'une monnaie pour la rendre crédible et surtout prévisible. Et cette encre, vous vous en doutez, ça a été l'or. C'est l'âge d'or de l'étalon or, si on peut dire. Sous ce système, un billet de banque, au fond, ce n'était rien de plus qu'un reçu, une promesse pour une certaine quantité d'or physique. Le système reposait sur 3 règles d'or, justement. N'importe qui pouvait transformer son or en monnaie, sa monnaie en or, et faire voyager son or librement d'un pays à l'autre. Le truc génial avec ce système, c'est qu'il avait un mécanisme d'ajustement presque magique, automatique. Imaginez la scène, le Royaume-Uni exporte beaucoup plus vers la France qu'il n'importe. Du coup, l'or, le vrai, le physique, quitte la France pour aller au Royaume-Uni. Que se passe-t-il alors? En France, il y a moins d'or en circulation, donc les prix baissent. Au Royaume-Uni, c'est l'inverse, il y a plus d'or, donc les prix augmentent. Et là, c'est le retournement. Les produits français deviennent super attractifs, moins chers, le commerce inverse, et hop, l'équilibre se rétablit. Tout ça sans qu'aucune banque centrale n'ait à lever le petit doigt. Mais voilà, cette encre en or, c'était aussi un carcan, une sorte de prison dorée. Pourquoi? Parce que l'économie mondiale grandissait bien plus vite que la découverte de nouvelles mines d'or. Et surtout, pour que le système fonctionne, il fallait que les pays acceptent les règles du jeu, c'est-à-dire accepter des récessions parfois brutales pour que les prix s'ajustent. Avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, cette volonté politique, elle a complètement volé en éclats. Après le chaos total de l'entre-deux-guerres, le monde aspirait de nouveau à la stabilité. C'était un besoin vital. Une nouvelle tentative pour construire un système mondial était nécessaire, et cette fois, elle allait être très, très différente de la précédente. Il faut bien comprendre que cette période de l'entre-deux-guerres a été un véritable désastre pour le commerce. C'était le chaos. Les pays dévaluaient leur monnaie les uns après les autres pour essayer de piquer des parts de marché à leurs voisins, pour rendre leurs exportations moins chères. C'était une véritable guerre des monnaies. Le résultat? Une méfiance généralisée, un effondrement du commerce mondial. Bref, il était plus qu'urgent de trouver une nouvelle solution. Et cette solution, elle est née en 1944, dans une petite ville des États-Unis, Bretton Woods. L'objectif était hyper clair. On veut retrouver la stabilité de l'étalon or, mais on veut aussi plus de flexibilité. On ne veut plus des récessions automatiques et douloureuses du passé. Et de cette réunion historique sont nées 2 institutions que l'on connaît bien aujourd'hui, le Fonds monétaire international, le FMI, et la Banque mondiale. Alors, l'or était toujours là, en coulisses, à la base même du système. Mais de manière un peu indirecte. Sa valeur était maintenant fixée, clouée à 35 $ américains l'once. C'était le socle, la fondation sur laquelle tout le reste allait être construit. Et là, attention, c'est le point absolument crucial. La seule et unique monnaie qui était encore directement convertible en or,
C'était le dollar américain. Ça a placé les États-Unis au centre, mais alors au centre absolu, du nouvel ordre monétaire mondial. Le dollar devenait le nouveau soleil et toutes les autres monnaies n'étaient plus que des planètes qui gravitaient autour. Du coup, toutes les autres grandes monnaies, le franc français, le mark allemand, la livre sterling, elles étaient toutes arrimées au dollar, avec une marge de manœuvre minuscule, plus ou moins 1%. Le franc, par exemple, tirait sa stabilité de son lien fixe avec le dollar, qui lui-même était lié à l'or. C'était un système en cascade. Les devises étaient échangeables contre des dollars, et seuls les dollars détenus par les banques centrales pouvaient être, en théorie, échangés contre de l'or. Mais, comme son prédécesseur, ce système a lui aussi fini par s'effondrer. Et de manière assez spectaculaire, plongeant le monde monétaire dans un territoire totalement inconnu, sans carte ni boussole. Le changement, après 1973, il a été radical. On est vraiment passé d'un monde à un autre. On a quitté un univers ancré à l'or et au dollar, où la prévisibilité était la règle numéro 1, pour entrer dans un monde flottant, où ce sont les marchés qui décident de la valeur des monnaies. L'objectif n'était plus la stabilité à tout prix, mais la flexibilité, laisser à chaque pays la liberté de mener sa propre politique. Et l'or, dans tout ça, il a été tout simplement abandonné comme pilier du système. Et bienvenue dans l'ère moderne. En coupant ce cordon d'or, le monde a gagné en flexibilité, c'est vrai. Mais il a aussi hérité d'une nouvelle ère de volatilité et surtout de crises financières incroyablement rapides et contagieuses. Le premier grand test, le premier crash test de ce nouveau système, ce fut la crise du peso mexicain en 1994. Et elle a révélé une toute nouvelle forme de vulnérabilité dans ce monde où les capitaux circulent librement. Regardez ce chiffre, c'est vertigineux. Moins 40%. Une dévaluation qui était prévue au départ à 14% a suffi à déclencher une panique totale. Les investisseurs, anticipant une chute bien plus forte, se sont tous rués vers la sortie en même temps pour vendre leurs pesos. Résultat, un effondrement de 40% de la valeur de la monnaie. La leçon, elle était limpide. Ce n'était plus une crise commerciale classique, comme avant. C'était une crise d'un nouveau genre déclenchée par la fuite ultra rapide des capitaux d'investissement. Ça a montré comment l'argent étranger, quand il entre massivement, peut créer une bulle et comment, quand il sort tout aussi massivement, il peut la faire éclater de façon absolument dévastatrice. Et quelques années plus tard à peine, une crise encore plus grave, encore plus profonde a éclaté en Asie. Cette fois, la contagion s'est propagée de la Thaïlande à toute la région, avec des conséquences économiques et sociales bien plus dramatiques. Là, l'aspect psychologique est devenu absolument crucial. La simple peur d'une dévaluation est devenue une prophétie autoréalisatrice. Les investisseurs ont vendu, faisant chuter la monnaie, ce qui a validé leurs craintes. Les entreprises qui s'étaient endettées en dollars se sont retrouvées en faillite du jour au lendemain quand leur monnaie locale s'est effondrée. Le résultat, ça a été une récession régionale terrible. Et pour finir, notre dernier cas, l'Argentine en 2002. C'est l'illustration parfaite du danger inverse. Non pas trop de flexibilité, mais trop de rigidité. Pour avoir la stabilité absolue, l'Argentine a passé une loi qui liait son peso au dollar. Un peso pour $1. C'était gravé dans le marbre. Sauf que, quand le dollar s'est apprécié sur les marchés mondiaux, le peso argentin est devenu beaucoup trop cher, ce qui a tué les exportations du pays et a provoqué un effondrement économique absolument spectaculaire. Et nous voilà revenus à notre point de départ. De l'encre en or à l'encre du dollar, puis au grand flottement, l'histoire de la monnaie mondiale, c'est une oscillation perpétuelle entre ces deux pôles, la stabilité et la flexibilité. Chaque système a résolu certains problèmes, c'est vrai, mais en a créé de nouveaux. La quête du système parfait, elle est loin d'être terminée. Et la grande question, elle, reste entière.